c'est ça. Tu remarqueras, bon, que j'ai fait lui là, voilà, tu remarqueras que ces sabres-là, tu vois, sur le mamelouk, sont en forme de, c'est une forme de croix à peu près, hein. Ici, tu le vois bien la croix. oui. Hein, voilà. Ça protège assez mal la main. D'accord. Et quand le coup de sabre peut glisser, s'il est mal bloqué par celui qui se défend, il va toucher la main. Et la main qui tient le sabre, si elle devient inutilisable, tu es désarmé. D'accord. Tiens ça, merci. Alors, on entourait un mouchoir sur lui-même ici. On roulait et roulait. Roulait deux fois, roulait sur lui-même et roulait autour du poignet. Sur cette longueur-là, un foulard au mouchoir de chaque côté. De telle manière que le sabre glissait, il touchait le mouchoir et pas le poignet. C'était un système qui était employé au combat. C'est Napoléon Ier, entre autres. Sous Napoléon, oui, mais bien avant. Eux, ils ont fait que, si tu veux, perpétuer cette méthode. Voilà. Et voilà, donc, si tu veux, là, le mamelouk, par exemple, il n'a que le gilet et le... sa coiffe, qui est authentique. Hein. Le pantalon, la chemise, la taillole, là, la chemise, c'est une chemise du père Brunon, et le pantalon, c'est une récup. Voilà. Ça n'a rien à voir avec les mamelouks de l'époque, mais c'est pas d'époque, mais c'est dans le style des mamelouks de l'époque. Ça, c'est un emblème, ça s'appelle un toug. C'est un emblème qui est leur bannière, qui est de bannière de ralliement. Ça permettait de savoir où était toujours le chef. Il ne faut pas l'oublier. Quand c'était brandi, le chef était là et signalait que si on avait demandé quelque chose où on devait venir à cet endroit-là précis. C'était pas fait pour la déco, c'était aussi fait pour la déco bien entendu, mais c'était surtout utilitaire. Hein. Alors, pour les mamelouks. Pour les mamelouks. Et le toug était entouré et tressé avec des crênes de chevaux. C'est pour ça qu'en haut, la boule là, elle est toujours en cuivre, très brillante pour qu'on la voit bien de loin. Et au reflet du soleil, on la voit de loin. Donc, ça serait plus ou moins d'origine turque ou balkanique, ce système d'emblème et de ralliement. Un mamelouk, est-ce que c'est un soldat caucasien? C'est un mercenaire qui peut venir de n'importe quelle région des Balkans, du Caucase ou d'Orient. C'est quelqu'un qui se vend, qui vend sa vie. Donc à un grand seigneur ou un truc comme ça, et en échange, il donne sa vie, en échange, il a le bien-être financier, tout ce que tu veux. Les mamelouks étaient choyés, hein, ils n'étaient pas considérés comme des supplétifs. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant d'être mamelouks de l'empereur, ils ont été mamelouks de l'Égypte. Et bien de notre pays, de la Turquie, tout ça. Tout le monde avait ces groupes de mercenaires mamelouks, parce qu'eux, ils se battaient vraiment. À l'origine, l'Empire ottoman, ils avaient leur propre mamelouks, oui. C'était pas des mercenaires, c'était des autochtones. Non, l'Ottoman, le pays ottoman, ça représentait, je ne sais plus combien de nationalités, 7 ou 8 nationalités, de toute origine. Et ça allait de la Hongrie à la Palestine, si tu veux, en gros. Donc là-dedans, il y avait des nationalités différentes, des langues différentes, jusqu'à des religions différentes. Les janissaires turcs, qui parfois commandaient des mamelouks, n'étaient pas forcément musulmans. Mais ils pouvaient porter l'habit des vêtements musulmans. Il ne faut pas oublier que la Turquie, elle a été chrétienne très très longtemps. Les plus belles églises anciennes sont en Turquie. Hein, les églises troglodytes, tout ça. Tu vois? Donc c'est, si tu veux, tu t'es engagé là-dedans comme un ordre militaire en quelque sorte. Et avec
avec ses règles, c'est une cavalerie de soldats qui faisaient des coups de poing, des actions, qui attaquaient sur le flanc l'ennemi, qui pouvaient aller, je veux dire, très rapide, efficace. Cavalier mérite. Voilà. Donc, on ne pouvait pas être mamelouk n'importe qui, en fin de compte. Et là, le fait d'avoir représenté le mamelouk et le combattant d'Égypte avec une photo derrière de l'Égypte, c'est bien, de rendre l'ambiance, tu vois, parce que il faut pas oublier, les Mamelouks ont été d'abord au service de l'Égypte. Quand l'Égypte a été battue, Napoléon les a persuadés de rentrer dans l'armée impériale, ce qu'ils ont fait. Les Mamelouks ont suivi Napoléon partout, vraiment, même en Europe, ils ont sacrifié leur vie pour lui, quoi. Et des gens, si tu veux, qui n'avaient rien à voir, qui étaient musulmans, qui étaient totalement différents de nous à l'époque, où on était profondément chrétiens. Mais eux, non. Ils étaient choyés par la population, ils ont été quand même des gens qui sont morts quand Napoléon a abdiqué définitivement, et ainsi de suite. C'est le terme mercenaire qui dans les idées, dans les mentalités, est un peu péjoratif. Voilà. Bon, c'était des soldats qui se louaient, qui se vendaient à divers pays. Bon, les derniers ont été les Mamelouks de l'Empire. Voilà, et certains, le dernier des Mamelouks, il est mort assez vieux d'ailleurs, assez vieux je crois, pour l'époque, 60 ans je crois, ou un truc comme ça, il est mort à Paris, ou je sais plus où, ça tu dois pas... Dernier Mamelouk? Oui. Ça je sais pas, Robert. Je crois qu'il est mort à Paris. D'accord. L'Empire autrichien, on dit qu'ils avaient l'habitude de se battre contre l'Empire ottoman, et notamment les Mamelouks de l'époque. Oui, parce qu'ils étaient à leur porte. Et parce qu'ils auraient gardé, pour se battre contre les Mamelouks qui avaient un sabre très recourbé, ils avaient inventé, entre guillemets, le sabre. Qu'est-ce que tu en penses, Robert? Non, le sabre était depuis très très longtemps... la seule chose que, si tu veux, qui a été réglementée vraiment à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, qu'on a commencé à réglementer les armées, c'est l'uniformité des armes. Parce qu'à l'époque, chaque capitaine ou celui qui avait les moyens, seigneur, faisait son propre régiment ou sa propre compagnie. Et il achetait des armes en fonction des nombres de soldats qu'il avait. Et s'il était riche, il achetait des armes dernier cri. S'il était pauvre, il achetait des armes. Alors il n'était pas rare qu'au XVIIIe siècle, on trouve des armes à silex, mais aussi des armes à mèche du siècle d'avant. C'était pas rare ça, parce que c'était en fonction de l'argent disponible. Alors donc, si tu veux, il a fallu uniformiser tout ça. Ça a commencé sous Louis XIV, on a commencé à essayer de faire aussi bien pour l'armement léger que pour l'artillerie. D'abord, on s'est aperçu que les sabres longs pour l'infanterie étaient inutiles. Alors on est retourné en arrière, puisque on est retourné, si tu veux, on a fait d'abord une synthèse avec le glaive romain et le sabre. Le glaive romain avait un avantage très très net, c'était qu'il était court. Et quand le combat à pied, ce sont des combats très rapprochés. Si le sabre est long, il est encombrant, est inutile. Alors qu'il faut des sabres courts. Et c'est là qu'on a commencé à sortir les modèles de briquet d'infirme. Enfin, pourquoi briquet? Mais parce que le sabre était court et on faisait des étincelles avec en se frappant sur les lames. Tout simplement. Voilà. D'accord. Et oui. Et donc, si tu veux, on est retourné vers le briquet d'infanterie, c'est-à-dire le sabre court. Je ne sais pas si on le voit, non, on ne le voit pas. Bon.
Il y avait ce sabre. On a gardé le sabre long que pour les cavaliers. Parce que le cavalier, il a besoin de la distance pour s'approcher de l'ennemi. Parce qu'il est à cheval, donc il est loin du piéton et loin du cavalier qui vient en face. Tu comprends? Alors donc il faut qu'il atteigne le piéton. Donc il faut une arme, une arme plus longue. Alors tu remarqueras que le sabre de Mamelouk est long et recourbé parce qu'il utilise lui le tranchant et non pas des stocks de pique devant. Le sabre, tu vois, court, qui est le briquet d'infanterie. Alors, il y a eu divers modèles de briquets jusqu'à celui qui soit employé définitivement par l'Empire. On en verra plus tard. Voilà, qui est un briquet court avec une garde solide en laiton. Et ce sabre briquet, ça servait aussi à couper du bois pour faire à la cuisine? Non. Du feu? Pas vraiment. Pas des fagots pour détourner des cours d'eau? Non, on avait... de rien? Non, on avait... ça, c'est la légende. Le sabre briquet ne servait pas à ça, parce que c'était la vie de celui qui le détenait qui était en jeu. Il ne fallait pas que l'arme soit détériorée. Alors, donc, il était précieux et on ne l'utilisait pas pour couper du bois ni faire du feu. On le entretenait soigneusement et on révisait son tranchant régulièrement. Donc, il ne faut pas oublier que c'était son sabre qui garantissait sa vie. Et si on avait une arme détériorée ou chauffée, dont l'acier, une fois chauffé, soit devenu un peu mou, c'était condamner son possesseur, quoi. Voilà. Tu vois, là on le voit bien, le briquet d'infanterie, il est assez court. Et donc, et tu remarqueras les cols très hauts et le fameux foulard autour du cou, qu'il soit noir ou blanc, hein, c'est pareil, hein, tous longs, hein, aussi bien les cavaliers que les machins, pour le coup de sabre à la gorge. Et nous, on est resté d'une tradition de droitier. On est resté d'une tradition de droitier. Bon, il y avait des gauchers aussi, hein, mais bon, c'est le problème. Pourquoi droitier? Alors, c'est tout simple. Quand tu montes sur une charrette ou sur une diligence, celui qui conduit la diligence, la patache, la charrette, tout ce que tu veux, voiture à cheval, il est obligé d'être à droite. Parce que c'est à droite de la route qu'on voit les fossés. S'il est à gauche, il ne le voit pas. À droite de la route qu'on voit les fossés? Eh oui, je t'explique. D'accord, quand il est sur la charrette. Regarde, c'est la route. Ici, tu as les fossés, les coulements. Ouais. Si le gars il est assis là, il ne voit pas où sont les roues. C'est logique. C'est logique. Ouais. Donc il est à droite. Ouais, absolument. Et depuis toujours, on est parti de la droite, depuis les Romains. D'accord, Robert. D'accord. Celui qui est sur la charrette, sur le siège en haut, il faut qu'il soit à droite pour voir s'il ne tombe pas dans le ravin, qu'il ne tombe pas dans le fossé, effectivement, qu'il reste sur la route. Oui, c'est une question toute simple, quoi. Voilà. Alors, c'est pour cela que sur une diligence qui a 6 chevaux, il y a le cavalier qui est en haut, le cavalier, comment on appelle ça, celui qui guide, qui est en haut, et sur le cheval de tête, à gauche par contre, il est assis un cavalier avec des grosses bottes qui protègent les jambes, du timon. Hein. Pourquoi? Parce que lui, il a un bâton à la main, esprit comme ça, qui est en général toujours glissé dans sa botte, et qui fait signe avec le bâton, comme ça, parce que lui, il voit s'il y a des trous au milieu de la route. Ah d'accord, avec un code, soit vertical, soit horizontal. Voilà. Il est à gauche, il est à droite, il est au centre. D'accord. C'est tout bête. Et pourquoi il y a toujours un cavalier au bout de 6, quand il y a 4 chevaux ou 6 chevaux devant? Parce que le gars, il y a les chevaux devant. Oui, non, c'est tombé. Sinon, ça ne sort plus. Il y a les chevaux devant. Il ne voit pas le sol. Ouais. Comme il ne voit pas le bord.
D'accord. Et là, il prévoit, s'il voit des trous dans la route, et il fait signe. C'était pas goudronné comme aujourd'hui, c'était pas nickel. Il y avait des trous, des nids de poules, des machins, un con, il avait mis un gros rocher au milieu, voilà quoi, hein, c'est... Ben voilà, tu vois, il a ce message. Alors ça, c'est le cellier. C'est vrai que je n'ai pas dit les... Bon, enfin, il n'y a pas... Les salles des armes à feu françaises. Voilà, ça c'est le cellier. Alors il faut savoir que cette porte n'existe pas là, hein, parce qu'au bout c'est la prison, et on ne communiquait pas du cellier à la prison. Okay. Ici, sur le côté là, il y avait une cheminée qui permettait de chauffer en hiver le cellier pour pas que les pommes de terre gèlent par exemple.